Eh bien, on va commencer cet après-midi on va aborder un sujet d'actualité, la cybersécurité, en long, en large et en travers, surtout en long, en large, avec des intervenants de marque qui sont devant moi, donc un représentant de l'ANSSI et de Arcelor. Ils vont effectivement nous parler de cyber et de 5G et de cyber. Et puis, on va aussi parler un peu de cyber dans l'industrie et on terminera, pour les plus courageux, autour de la nouvelle approche directive machine et l'intégration des exigences cyber dans la conception des machines industrielles. Donc voilà. Donc je me présente, Jean-Christophe Marpeau, je m'occupe du programme Captronic. Alors je vais aller très vite parce que je ne pense pas que ça soit l'essentiel. Captronic Association, qui dépend, qui est sous contrôle du CEA, un petit laboratoire de BPI France. Je pense que vous connaissez la banque. Et donc on a une mission, nous, d'accompagnement d'entreprise, de conseil et d'accompagnement à travers 3 piliers. Et je m'arrêterai là sur la présentation. De la formation, en bas, Cap Compétences, de l'accompagnement sur des produits, bien sûr électroniques, logiciels, systèmes embarqués, et du process. Là, on est plutôt sur la partie industrielle. Donc nous faisons du conseil, de l'accompagnement, de l'animation, du séminaire, de sensibilisation et ainsi de suite. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site internet qui est très bien fait. Le sujet du jour, c'est la cybersécurité. Alors je vais aller très vite pour parler de cyber, parce que je pense que vous lisez tous la presse et vous êtes tous au courant de ce qui se passe en matière de cybersécurité. Et on a tous les jours des listes d'entreprises, ou en tout cas des noms d'entreprises, qui sont attaquées, des fichiers qui ont été volés, des données qui se retrouvent sur le cloud, enfin sur Internet et qui se vendent très cher. Donc voilà, donc c'est un vrai problème. En tout cas, c'est devenu un vrai problème parce que bien sûr, ça touche quand même un élément clé, les données. S'il n'y avait pas de données, il n'y aurait peut-être pas de cybersécurité. S'il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de cybersécurité. Mais effectivement, le cœur, quelque part, de la cyber réside quand même dans cette idée de données et de systèmes d'information, effectivement, et puis tout ce qu'il y a avec. Alors, je vais pas m'étendre, mais ce qui est important quand on parle de cybersécurité, parce qu'on entend beaucoup parler d'attaques, il ne faut pas oublier qu'avant de parler d'attaque, il y a quand même des menaces. Donc il faut quand même avoir une idée un peu précise des menaces de votre environnement, de vos environnements industriels. Alors bien sûr, on parle des menaces économiques, la concurrence et autres, mais il y a aussi effectivement ce qu'on appelle de la cybermenace. Alors je ferai un petit peu le lien, j'espère qu'on va me pardonner. Pendant longtemps, il y avait des mafias, et les mafias, ils faisaient quoi? Les voleurs, ils attaquaient les banques et autres. Il y avait quand même un risque de se faire prendre. Maintenant, on peut faire exactement la même chose, mais assis dans son canapé avec un bon PC, sans se faire prendre en plus, parce que c'est relativement facile. Donc voilà, il y a quand même une menace. Et il est important d'avoir cette vision que l'environnement, plus vous avez des données, plus il y a de monde, plus il y a des menaces, et en plus, avec les moyens techniques actuels, ça peut se faire très facilement. Donc, le monde, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est effectivement dans un monde où il y a une multitude de menaces. Et si vous regardez bien, quand même, la menace, elle est complexe. Ça va des virements, de l'escroquerie, de rançongiciel, changement de site internet, haine et autres. Et puis aussi industriel, c'est-à-dire que quelque part, il n'y a rien de plus facile actuellement d'arrêter une ligne de production en envoyant un mail. C'est quand même génial. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, à partir d'un mail frauduleux, effectivement, bloquer une machine et arrêter toute une ligne de production. Et de plus en plus, on voit des entreprises qui, quelque part, se mettent en liquidation parce qu'ils ne peuvent pas redémarrer. C'est quand même assez grave. Tout ça, ça fait partie de la menace. Et dans la menace, il y a un écosystème. Dans toute menace, il y a un écosystème. Et l'écosystème, il est quand même assez complet, assez fourni, à travers, effectivement, des vendeurs. En gros, si je résume ça, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet, c'est un supermarché. En face de nous, en face de vous, vous avez un vrai supermarché. C'est comme si vous alliez effectivement dans n'importe quel supermarché acheter des outils logiciels, des clés pourries, des équipements à droite à gauche. Il y a des appels d'offres, il y a des supermarchés, il y a des vendeurs, il y a des acheteurs. Donc il y a un véritable écosystème de cybercriminalité qui vont acheter des équipements, qui vont s'équiper pour pouvoir
quelque part attaqués à des fins lucratives ou à des fins idéologiques ou tout simplement à des fins d'espionnage ou tout simplement ils sont payés par un État, par un concurrent pour venir déstabiliser une entreprise. C'est une réalité. Cette menace, il faut en avoir conscience, elle est là, elle existe. Toujours pareil, c'est beaucoup plus facile maintenant parce que vous pouvez faire ça depuis votre canapé en regardant Netflix et en même temps en tapotant sur votre PC à côté, ni vu ni pris, et c'est beaucoup plus compliqué à partir de là. En plus, si en plus vous êtes dans un autre pays, ça marche encore mieux. Et ça, c'est une réalité. Je pense que l'ANSSI va compléter comme ça, mais effectivement, il y a cette réalité qui est là. Donc quand j'entends des entreprises qui me disent, mais bon, écoutez, M. Marpeau, qui viendrait m'attaquer, ben, je réponds en général, ben, un salarié mécontent. Ça fait partie des menaces. Un concurrent pas content. Voilà, c'est très facile. Et on voit ça partout dans l'actualité. Il suffit de suivre, de faire de la veille, et effectivement, il ne se passe pas une journée sans qu'on nous montre, en tout cas, qu'une entreprise dit bah, s'est fait attaquer, s'est fait hacker, a perdu des données, rançon logiciel et tout ça. Que ça soit, alors bien sûr, en ce moment, on parle beaucoup de nos amis russes, mais il n'y a pas que, nos amis chinois, nos amis américains, nos amis allemands, nos amis anglais, nos amis australiens, et tout le monde, en fin de compte, rentre dans cette terre-là, où c'est à celui qui va attaquer l'autre, parce que derrière, bien sûr, le cœur de tout ça, c'est de la donnée, qui est importante et qui vaut quelque chose, soit dans le cas de renseignement économique, ou tout simplement, elle vaut monétairement de l'argent. Face à ça, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de vous protéger. En tant qu'industriel, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre en place des mécanismes de protection. Parce qu'il en va de la survie des entreprises. Il en va de la survie des entreprises, des associations, des institutions, des mairies, des hôpitaux et autres. Il faut se protéger. L'objectif de cette protection, elle est très simple en fin de compte. Quelque part, c'est ce qui est écrit en bas, c'est peut-être les éléments les plus importants. Il faut garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données qui sont présentes dans l'entreprise. Ça, c'est la base de toute protection, de toute démarche cybersécurité, c'est garantir ces trois points-là, intégrité, confidentialité et disponibilité. Ce n'est pas dans l'ordre. On peut commencer par la disponibilité, mettre en priorité, finir par la confidentialité ou l'intégrité, on met ça dans l'ordre qu'on veut. Mais en tout cas, ce sont les trois éléments à protéger. C'est pour ça que il existe maintenant, je ne sais pas si vous le savez, un ensemble de normes, un ensemble de lois et de réglementations qui commencent à être mis en place, justement pas pour empêcher les entreprises de fonctionner. On en a parlé un peu ce midi. Hein. Bien sûr, c'est compliqué, c'est difficile à mettre en œuvre, n'empêche que ces règlements, ces lois, ces normes, elles sont là pour accompagner les entreprises à mettre en place effectivement ces parcours, ces processus de cybersécurité. Et donc, il y en a une qui est très connue, qu'on appelle la NIS 2, qui nous sera présentée par le représentant de l'ANSSI qui est ici. Mais il y en a plein d'autres que vous connaissez peut-être moins. Le Cyber Resilience Act, qui a entendu parler du CRA? D'accord. Qui connaît la directive RED? D'accord. Qui a entendu parler du nouveau règlement machine? Bien. Donc ça va être une très bonne après-midi. Et je vous conseille de rester parce que tous ces sujets vont être abordés dans le sens où ce sont des sujets extrêmement importants parce que tous ces sujets sont là pour vous accompagner effectivement à pouvoir mettre sur le marché des produits qui soient cyber-compliant, cyber-compatibles, mais aussi tout ça, tous ces sujets-là, ce sont des outils qui vont permettre de garantir effectivement la sécurité de vos équipements, de vos entreprises et des installations. Alors, quelques points importants au niveau de la norme. Les normes ne sortent pas comme ça au hasard. Les directives européennes ne sortent pas comme ça au hasard. Elles sont souvent issues de normes cyber qui existent déjà sur le marché, qui sont déjà en application dans beaucoup de secteurs d'activité. Je pense que l'IEC 6253 qui est une norme de cybersécurité industrielle, le TSI 303 et 145 qui est une norme de cybersécurité autour des IoT et plein d'autres. Donc toutes ces normes-là existent depuis des années, sont souvent en application sur des secteurs. Il y a des normes spécifiques pour l'industrie portuaire, il y a des normes spécifiques pour les dispositifs médicaux, il y a des normes spécifiques pour l'avionique, pour le véhicule, pour le ferroviaire, pour l'industrie pétrolière, pour l'industrie portuaire. Eh bien, à travers
ce qu'on appelle les directives, celles qui commencent à être mises en place, eh bien l'Europe prend en fin de compte ces normes, met en place un chapeau, un cadre légal, qu'on appelle une directive, qu'on appelle plutôt une norme, ou en tout cas un dispositif horizontal, en disant, eh bien écoutez, messieurs les industriels ou les structures, si vous voulez être cyber-compliant, si vous voulez assurer la protection de vos installations, de vos infrastructures, de vos usines, de vos outils, eh bien on va vous imposer, on va vous obliger à vous appuyer sur des normes existantes pour la plupart, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il y a une menace. Et la menace, elle est là, et comme on veut protéger nos installations, eh bien, il va falloir s'appuyer sur des normes. Et étant donné que les entreprises ne le font pas de manière naturelle, sauf les grosses, eh bien, on va imposer, à travers des directives européennes, on va imposer effectivement la mise en œuvre de ces normes-là. Donc, si vous êtes malin, parce que de toute façon, la réglementation évolue, moi, je vous conseille fortement de regarder ce qui se passe dans les secteurs d'activité, notamment actuellement, on parle beaucoup de la finance, on parle beaucoup de la loi de programmation militaire, tout un tas, il y a tout un écosystème. Regardez ce qui se passe en matière de cybersécurité, il y a forte chance que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, ces activités-là vont rentrer dans le giron de la réglementation et vont devenir quelque part des éléments obligatoires et que vous allez devoir mettre en place. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on va parler de la NIS 2, mais ça je ne vais pas dévoiler parce que c'est quand même un gros sujet. Et la NIS 2, il n'y a pas que la NIS 2, il y a aussi la DORA, sur l'aspect financier et tout ça. On va aborder le CRA et puis on va aborder aussi la directive RIT qui sont les éléments les plus importants. Très rapidement, CRA, Cyber Resilience Act européen, norme horizontale, une date à retenir, décembre 2027. Pour résumer, à partir de décembre 2027, les industriels ne pourront plus mettre sur le marché un équipement électronique, logiciel embarqué, voire même logiciel open source, sans intégrer des exigences de cybersécurité. Ça sera interdit. Les entreprises qui le font ne pourront plus obtenir le marquage CE. Les produits actuellement mis sur le marché, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, si après décembre 2027, ils ne respectent pas cette réglementation-là, ils se verront perdre le marquage CE. Marquage CE signifie, en tout cas, autorisation de mise sur le marché. Dans la directive, on va trouver quoi? Quelles sont les obligations de ce CRA? Tout simplement, c'est prise en compte de la cybersécurité dans toutes les phases de conception du produit. Grosso modo, obligation pour tous les producteurs de mettre en place une démarche de Secure by Design, matériel et logiciel. Deuxième point, sourcer les composants électroniques qu'ils intègrent. Quelque part, on est dans la supply chain. Je ne vous fais pas de dessin. Alors, on en a parlé, mais effectivement, c'est anecdotique. Mais les pageurs qui ont explosé, c'est purement un défaut de supply chain. C'est-à-dire que les Israéliens, ils ont réussi à s'intégrer à travers la chaîne de sourcing du fabricant qui ne fabriquait plus ses produits. Et puis, ils ont réussi à, effectivement à faire en sorte que le produit explose. Tout simplement, c'est un défaut de supply chain. Ça fait partie des menaces, ça fait partie des risques qui ont été identifiés. C'est-à-dire qu'un fabricant qui ne peut pas garantir toute la chaîne de production, en tout cas le sourcing de ses composants critiques, et je parle des composants critiques, aura des grosses difficultés après décembre 2027 pour mettre ses produits sur le marché dans le cadre de la cybersécurité. Bien sûr, on parle de l'analyse des risques, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus mettre sur le marché un produit électronique logiciel si effectivement on n'a pas procédé à une analyse des risques cyber. On a la chance en France d'avoir un outil qui est génial, qu'on appelle la méthode EBIOS, qui existe depuis des années, qui est validé par l'ANSSI, développé par l'ANSSI. Allez-y, je vous conseille d'y aller, c'est super, c'est facile à mettre en œuvre, enfin, ça demande un peu de temps, mais c'est faisable, et quelque part, ça permet d'éviter beaucoup d'écueils. Bien sûr, il va falloir aussi fournir aux acheteurs toute la documentation d'évaluation du risque cyber, et point important, dans ce règlement européen, obligation pour les industriels de mettre en place des mécanismes de correction de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus mettre sur le marché des produits si en amont et après, pendant la phase d'utilisation du produit, si l'industriel n'est pas capable de faire un suivi des vulnérabilités cyber des produits qu'il met sur le marché. C'est un gros chantier, c'est pour ça que ça doit se faire en 2027, il y a encore quelques années pour se préparer, mais ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Dernier point, effectivement, c'est signaler les vulnérabilités et les incidents à l'ENISA ou autorité compétente. En France, ça sera le CERT national.
a priori qui va être chargé effectivement de faire remonter ça, tout comme les systèmes informatiques. Il y a obligation à travers la NIST de faire remonter les vulnérabilités. Ça sera exactement pareil pour les produits électroniques. Logiciel embarqué. Je précise parce qu'on me pose toujours la question, oui, mais l'open source. Alors l'open source, oui, fait partie effectivement des produits qui rentrent dans le cadre du CRA. Même un produit open source doit effectivement respecter des règles de cybersécurité. Dès lors qu'il est intégré dans un dispositif électronique. Si vous vendez de l'open source tout seul sans rien, il ne rentre pas. Si il est implanté dans une architecture, il doit obéir aux mêmes règles. Quelques dates importantes par rapport au CRA. 11 juin 2026, ça ne vous concerne pas, ça concerne effectivement les organismes chargés de l'évaluation de conformité. Les modes de sélection ont démarré là, presque fin janvier, puisqu'il y a eu une première concertation au niveau des organismes européens pour identifier. Il y a un appel, alors pour ceux qui veulent être organismes certificateurs, c'est l'occasion, puisqu'il y a un appel à projet pour les structures qui souhaitent effectivement participer à l'évaluation de conformité cyber. Il faut y répondre, il faut s'inscrire, et puis ensuite vous aurez peut-être la chance de voir des sociétés qui ont été identifiées par l'Europe pour pouvoir procéder à l'évaluation des organismes de conformité. Par contre, point important, 11 septembre 2026, entrée en vigueur des obligations de notification des vulnérabilités. Ça veut dire que si vous êtes producteur, vendeur d'un équipement électronique et logiciel, dans lequel il y a des vulnérabilités connues, qui n'ont pas forcément été patchées et corrigées, mais qui sont connues, dans ce cas-là, vous avez obligation de les corriger avant la date de mise en vigueur du CRA. C'est important. Et obligation de faire remonter effectivement ces vulnérabilités, ces alertes au CERT national dès lors qu'il sera créé. Et décembre 2027, effectivement, c'est l'entrée en vigueur du CRA dans sa totalité. C'est quand même des dates importantes parce que ce travail de gestion de vulnérabilité, c'est pas rien, c'est pas un petit boulot, ça demande quand même beaucoup de travail et je pense qu'il faut commencer maintenant. Le CRA, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même le gros morceau de la stratégie cyber européenne qu'il faut faire. Mais avant d'attaquer le CRA, il y a un petit cap à passer. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la directive RID. Tout le monde connaît la directive RID, c'est la certification des produits radio classiques. Et bien dans le cadre de la RID, il y a l'article 3 DEF qui concerne effectivement l'intégration d'exigences cybersécurité au niveau des IoT. Et ça, mise en application, je ne sais pas si vous avez vu la date. 1er août 2025. C'est-à-dire, en gros, les entreprises actuellement ont 8 mois, à partir de maintenant, pour vérifier la conformité de leurs produits connectés, IoT connectés radio, avant une mise sur le marché. Il y en a qui sont fabricants d'IoT ici? C'est dommage. Juste un IoT, objet connecté radio, si vous le mettez sur le marché après 2020, après ces dates-là, c'est pas la peine. Même si le produit est actuellement commercialisé sur le territoire, dans les entreprises, il perdra son marquage CE à partir du 1er août. Alors, pour une petite information, cette directive, elle a été déjà reculée 2 fois. C'est pour ça que la date est proche. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que alors c'est vrai que on a tendance à dire que c'est court, ça fait longtemps. Alors cette norme, elle est surtout faite pour des produits grand public. Cette directive RID vise surtout effectivement les IoT grand public dans lequel effectivement il y a la communication radio, mais surtout c'est l'article important, c'est tout ce qui est fraude monétaire et protéger la vie privée. Donc on est vraiment sur les aspects de données. Et ça, c'était le cœur de cette directive RID, c'est-à-dire c'est surtout protéger les données et protéger les équipements où il y avait de la transaction monétaire. N'empêche qu'au-dessus, c'est des équipements radioélectriques qui ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ou une mauvaise utilisation. Grosso modo, c'est tous les produits connectés à Internet. C'est-à-dire que ce qu'on ne dit pas, les exigences sont tellement ouvertes que ça ne concerne pas que les IoT grand public, mais ça concerne aussi tout objet connecté à Internet ou connecté indirectement à Internet. C'est-à-dire que vous avez un IoT qui est connecté à votre smartphone et votre smartphone est potentiellement connectable sur Internet. Ça rentre dans le champ de cette directive qui, si le produit est conforme, a le marquage CE. S'il n'est pas conforme, il perd son marquage CE.
C'est-à-dire que vous n'aurez pas la possibilité, en tout cas, vous ne pourrez pas le mettre sur le marché. Alors, comment on évalue la conformité de ces produits, que ce soit le CRA ou l'ARID? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il n'y aura pas de normes harmonisées. À date d'aujourd'hui, les normes ne seront pas harmonisées. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autocertification possible. Il va falloir passer par un organisme de notification pour certifier les produits. Vu le nombre d'organismes de certification, de notification qui existent en France, il y a de fortes à parier qu'il va y avoir un gros embouteillage pour pouvoir effectivement faire certifier ces produits. Donc il faut s'y prendre maintenant. Bon alors, la liste, j'y reviendrai après effectivement dans le cadre d'une autre intervention, mais effectivement on détaillera les exigences essentielles. Et le dernier point, on verra ça aussi en fin de journée, le nouveau règlement machine, mise en application janvier 2027. Savoir que quand même ce règlement est sorti en 2023, donc il y a quand même un certain temps. Et donc je vais juste moi vous montrer un truc. En gros, il va falloir concevoir effectivement les machines. Je parle bien des machines, des équipements industriels. Elles doivent être conçues de façon à être protégées de manière adéquate contre toute corruption accidentelle ou intentionnelle. Bon, pour faire simple, c'est-à-dire que les exigences de cybersécurité devront être intégrées dans la conception des nouveaux équipements industriels, automates, capteurs, machines industrielles, machines de process et ainsi de suite. À partir du 27, je crois que c'est même la date, c'est le 27 janvier 2027, il ne sera plus possible de mettre sur le marché une machine industrielle si elle n'est pas conforme aux nouvelles exigences de cybersécurité, ou en tout cas si elle n'intègre pas ces nouvelles exigences de cybersécurité. Donc voilà, c'est tous ces points-là que l'on va voir cet après-midi avec des intervenants. Bien sûr, on parlera de la directive NIS du CERA, on parlera aussi partie industrielle et notamment l'enjeu de la 5G et la cybersécurité, parce que c'est aussi un vaste projet. On parlera effectivement de la sécurité des IoT et on finira par la directive machine. Voilà. Ça, c'est pour aller plus loin, mais là, il n'y a pas d'intérêt. Ce qu'on fait chez Captronic, bien sûr, on fait des prédiag, on fait plein de trucs, on accompagne, mais je dirais que ce n'est pas forcément l'objet. Le plus important, c'est si vous voulez en savoir plus, j'y reviendrai, on a sorti des guides, notamment un guide sur la conception des IoT, guide qui a été édité avec l'ANSSI il y a quelques années. Ça, c'est pour les adhérents du CETIM. Vous avez l'opportunité au sein du CETIM, si vous êtes adhérent, d'avoir accès à un guide autour de la norme de cybersécurité industrielle. Et puis, si vous voulez en savoir plus, voilà mes coordonnées.